Salut tout le monde, bienvenue sur Actu MMA. Alors aujourd'hui, on est avec l'un des managers les plus célèbres dans le MMA français, Guillaume Pelletier. Déjà, Guillaume, merci beaucoup de nous accorder cette interview. Comment ça va? Ça va très très bien, merci Lorenzo. Merci à toi pour l'invitation, merci Actu MMA. On est parti pour une belle interview qui, je l'espère, sera intéressante pour tout le monde. Exactement, je l'espère aussi. Parie sur l'app numéro 1 avec Unibet et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Du coup, ma première question, tout simplement, comme je l'ai dit dans l'introduction, tu es l'un des managers les plus connus en France, surtout dans le MMA français, dans les sports de combat. Et je voulais te demander, pour peut-être les personnes qui ne te connaissent pas encore, si tu pouvais te présenter, brièvement, parler un petit peu de toi, quoi. Bon, on va la faire brièvement, comme tu as dit. Donc, je Ouais. m'appelle Guillaume Pelletier. Donc, moi, je vis à l'étranger. Je vis en Bulgarie depuis maintenant très longtemps, plus de 10 ans. J'ai 38 ans. Donc, pour le coup, je pense être un jeune manager, mais quand même bien expérimenté parce que j'ai ouvert donc mon agence, la Bulgarian Top Team, en 2015. Donc, on a presque 10 ans de métier maintenant dans le management. J'ai commencé tout seul. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir, pas mal de personnes, au sein de la BTT. Donc de nombreux combattants. On manage environ 50 combattants de MMA et exclusivement de MMA et on est Mmh. 4 personnes, à la tête de la BTT à gérer, manager, communiquer, dans la recherche de partenariats et cetera et cetera. OK, ouais, très bien. Du coup, on va revenir un petit peu sur ton parcours, plus en précision par la suite, mais je voulais avant te poser, une question par rapport à la nouvelle édition, pardon, de Kingdom qui aura lieu le 8 juin. Il me semble que tu as un rôle pour cet événement, du coup, ouais, je voulais savoir si tu voulais peut-être en parler, un petit peu? Avec plaisir, bien sûr. Bah, écoute, j'ai le plaisir d'être, co-organisateur du Kingdom. Donc ce sera la deuxième édition. On avait fait la première édition l'année dernière. Très belle édition lors de laquelle on avait reçu Bigfoot Silva, je pense que ça te dit Mmh, quelque ouais, chose? bien sûr. Ouais, c'était un honneur de l'avoir, chez nous pour son dernier combat, pour sa retraite. Donc on avait marqué les esprits de par ce main event. Là, cette année, on est concentré et focus sur des combattants français. On a envie d'avoir un maximum d'opposition franco-française. Donc on a fait une belle fight card qui, je l'espère, va marquer les esprits parce qu'on a vraiment pris du temps et on a beaucoup travaillé pour offrir un vrai spectacle aux gens qui aiment le MMA. Donc ce sera le 8 juin à Grenoble, à la patinoire à Grenoble. Vous êtes d'ailleurs invités, les gars de Actu MMA, ce sera un plaisir de vous recevoir. Carrément. Et voilà, les gens de la région, des villes aux alentours, tout le monde, vous êtes tous les bienvenus parce qu'on a vraiment on a beaucoup bossé pour vous offrir un vrai spectacle. Donc venez voir ça, ça mérite d'être vu, hein. Carrément, ouais. Ouais, carrément. C'est vrai que ça donne envie. En plus, c'est cool parce qu'il y a vraiment de plus en plus d'événements de MMA qui se mettent en place, ces derniers temps, en sachant que c'est un sport récent en France quand même. Ça a été légalisé en 2020, donc ça fait plaisir qu'il y ait des événements comme ça, et à Grenoble, une ville qui est pas forcément, portée au MMA de base, quoi. Ouais, ouais, effectivement, on essaye d'importer le MMA à Grenoble. C'est pas très développé à l'heure actuelle, c'est vrai, mais nous, on se doit, acteurs du MMA, de faire en sorte que le MMA soit représenté partout en France. Donc on n'a pas peur de se lancer dans des villes un petit peu plus reculées parce que, bah, il est vrai que 90 du MMA se situe à Paris, à la capitale, mais je pense qu'en province, il y a aussi de belles choses à faire et on va prouver qu'on est capable de faire de belles choses nous aussi, hein. Eh beh, écoute, magnifique. Donc pour revenir sur ton parcours, je voulais, tu es le fondateur de la BTT, de la Bulgarian Top Team. Je voulais savoir simplement comment, est-ce que c'est né la BTT et pourquoi la Bulgarie? Alors la Bulgarie parce que ma femme est bulgare, donc pour le coup D'accord, OK. ça facilite vachement et en fait, pour être très honnête avec toi, je suis venu donc, je m'intéressais à son pays, je suis venu voir, ici sa culture et cetera et OK. clairement je suis tombé amoureux du pays. C'est un pays qui me ressemble beaucoup. C'est un vieux pays dans le sens où c'est, vieille mentalité ici, tu sais, Ouais. mentalité de l'Est, Oui, oui. des gens un peu plus froids mais, des gens très honnêtes, très sincères. J'ai vu beaucoup de potentiel dans ce pays.
Bah, déjà de par, la «pauvreté» entre guillemets, il y a tout à faire, il y a tout à construire. Je crois que c'est le pays le plus pauvre d'Europe, mais du Mmh. coup, il y a un grand avenir dans ce pays. Il y a beaucoup de choses à faire. Le MMA en ce moment est en plein essor, c'est en train de se développer, ça part dans tous les sens. Les gens sont vraiment des passionnés. Encore une fois, c'est une mentalité très particulière parce que c'est froid, c'est fermé et bloqué au premier abord, mais quand les gens s'intéressent à quelque chose, ils sont à fond dedans, ils le vivent avec passion et ça, j'ai adoré. Donc la raison pour laquelle je suis en Bulgarie, c'est ça. Et Mmh. ensuite, comment ça a commencé? Bah, justement pour ces raisons-là, moi j'ai débarqué en Bulgarie au début, je m'entraînais avec les combattants de MMA qui OK. sont pour la plupart plutôt médiocres en pied-point. Ici, c'est vachement axé lutte en fait, si Ouais, tu veux. pays de l'Est, Et ouais. donc ouais, 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 donc je tournais avec eux et en fait, les gars ont commencé à me demander de les accompagner sur les combats pour le côté pied-point, tu vois, des combats. Donc je Mmh. les ai préparés un petit peu, je tournais avec eux, je les accompagnais, puis j'ai fait des contacts et cetera. Et un jour, en Bulgarie, un promoteur voulait faire un événement avec des étrangers et il m'a demandé de faire venir des Français. Et en fait, tu vois, c'est tout bête, mais ça a commencé comme ça. J'ai fait OK. venir des Français, en Bulgarie, dont Malik Merad, si ça te dit quelque chose? Lui, c'est Ouais. un ancien, tu vois? C'est un ancien du circuit qui a combattu un petit peu partout, au Bellator, beaucoup en Russie et cetera. Donc il est venu en Bulgarie, il a combattu, il a pris une ceinture d'ailleurs et en fait, il m'a dit: «Guillaume, la façon dont tu as géré le truc du début à la fin avec les combattants là, en fait, nous, on n'a pas la chance d'avoir ça». Il a dit: «Nous, dans le MMA français», tu sais, c'était à l'époque où c'était encore illégal, on se fait utiliser comme de la chair à canon. Mmh. On se déplace, pour perdre ou gagner, tout le monde s'en fout. On est, médiocrement, Et payé et en fait, on rentre ensuite à la maison et aucun des médias n'en parle, sauf que toi, tu as fait en sorte que ça se passe bien dans tous les domaines. Il m'a dit: «Tu devrais voir si tu peux pas développer un truc autour de ça». Il m'a dit: «Je suis sûr qu'il y a un créneau à prendre». Parce qu'il m'a dit: «Regarde, là, j'ai bossé avec toi juste sur ce combat-là, mais en fait, j'ai envie de bosser qu'avec toi maintenant parce que c'était mmh. vraiment cool». Ouais. Du coup, je me suis dit: «Ouais, il y a peut-être un truc à faire» et il me dit: «Tiens, je vais te présenter des petits que je coach» et les petits en question étaient Fares Ziam et Yanis Guémouri, 2 petits jeunes que j'ai signés à l'UFC, quelques années plus tard, quoi. Donc ouais, ça a commencé comme ça. OK, OK, incroyable. Mmh mh. Et du coup, bah, tu es dans les sports de combat, mais ça, c'est pas un hasard. Je suppose que tu es fan de combat depuis assez jeune. Je voulais savoir justement comment tu en es venu, à cette, passion pour les sports de combat? Depuis quand tu as cette appétence, en fait, pour ce milieu-là? Alors moi, ce qu'il faut savoir à la base, j'étais un handballeur. Je faisais du Ah, handball OK. en Normandie, ouais. Je pense que j'avais un bel avenir dans le handball. J'aurais pu percer, j'aurais pu faire un truc cool. Maintenant, la vie a fait que, bon, j'ai pas continué parce qu'il fallait gagner des sous et il fallait pouvoir manger donc j'ai pas pu, me consacrer à 100 au handball. Mmh. Mais lors de ma carrière de joueur, j'ai croisé la route d'un joueur aussi, mais qui était combattant également, Alexis Vastine, si Mmh. ça te dit quelque chose parce que tu es jeune. Ouais, Alexis, tu sais, c'est un combattant de boxe anglaise, OK. qui avait fait les Jeux olympiques. Il s'était fait voler 2 fois lors des Jeux olympiques, si ça te dit quelque chose. Il y a une Mmh. scène qui est beaucoup passée sur les médias où on le voit pleurer dans le ring parce OK. qu'il s'est fait voler sa place, soit pour la finale ou soit pour la première place. Et en fait, c'est Alexis qui m'a donné l'amour du sport, enfin de la boxe. On faisait du hand ensemble et voilà, il m'a invité à venir boxer avec lui. Il m'a montré un petit peu, j'ai trouvé ça génial. L'aspect stratégique finalement de la boxe, qui est très Ouais. loin de ce qu'on peut voir et penser quand on n'est pas, dans le milieu de la boxe. On voit que de la bagarre en fait, on voit Ah, de des la échanges de coups. brutalité, ouais. Ouais, c'est ça, mais en fait, c'est totalement différent et j'ai direct accroché en fait, direct accroché. OK, OK. Mmh. Et du coup, tu as été avant d'être manager, le manager qu'on connaît aujourd'hui, tu as été combattant, Mmh. donc tu as eu pas mal quand même d'expérience aussi dans ce milieu-là. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Bah, écoute, moi, j'ai pas mal combattu, mais sans aucune prétention, tu sais, à mon humble niveau. J'ai fait de la boxe, j'ai fait du pied-point, j'ai fait tout ce qu'on pouvait faire. Récemment, j'ai fait un combat aussi de bare knuckle, tu sais, Ouais, de la boxe, sans gants. bien sûr. J'ai touché un petit peu à tout, tu vois, mais sans aucune prétention, aucune. Juste vraiment dans le but de me faire plaisir, de Ouais, kiffer, tu vois? J'ai jamais, utilisé la boxe comme étant quelque chose qui va me remplir le frigo. OK. Vraiment, je le faisais parce que je t'ai dit, j'ai directement, adoré ce sport, j'ai trouvé ça génial. Je prenais Mmh. beaucoup de plaisir à m'entraîner, à le faire. Donc voilà, mais ouais, j'ai un petit parcours effectivement de combattant, avant celui de manager.
Est-ce que tu penses que ce parcours, il t'aide, au quotidien pour, ton boulot de manager? Est-ce que tu penses qu'un manager dans les sports de combat, il se doit entre guillemets d'avoir eu cette expérience-là aussi? Bah, tu sais, plus le temps passe, en fait, j'aurais aimé te répondre que non, c'est pas obligatoire, mais Ouais, plus le temps passe et plus je pense que, même sans avoir été un grand combattant, le fait d'avoir été combattant, je pense que ça permet d'avoir un coup d'avance oui, sur d'autres managers qui ne l'ont jamais été, même des coachs, hein. Parce qu'en fait, nous, on arrive à sentir, tu sais, les émotions du ouais, combattant. Je te promets avec le temps et même de par mon passif de d'athlète, Hem, je sens un combattant quand il va annuler un combat, par exemple. Je sais ce qui est en ouais, train de se passer dans sa tête. OK, Quand il m'expose les problèmes qu'il rencontre, la façon dont il m'expose le truc, je sens qu'il va annuler ou qu'il va pas annuler, tu vois? Mais tu sais, d'accord. je peux le sentir grâce à ça, au fait que j'ai combattu avant lui et que je sais quand on se pose beaucoup de questions, je sais quand on est en plein doute et cetera et cetera et aussi parce qu'on connaît du coup la sensation du combat, le fait de monter dans la cage qui est quand même quelque chose de très particulier. Mmh, Émotionnellement, c'est un truc incroyable, tu vois? ouais. Donc si tu l'as vécu, tu peux te mettre dans la peau de ton athlète et je pense que c'est un gros avantage effectivement, sans être une obligation. Bien sûr, OK. Ouais, c'est un coup d'avance quand même parce que tu ressens ce que tes combattants peuvent, ressentir et en face les adversaires aussi, donc ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Donc tu gères beaucoup de combattants et notamment des gros combattants en France aussi, des noms que beaucoup de personnes connaissent. Donc on peut citer, Morgan Charrière, Benoît Saint-Denis, Nora Cornol, Yanis Guémouri, Fares Diam et cetera et je voulais savoir parce que tout le monde connaît de nom le boulot de manager et cetera. On sait plus ou moins ce que c'est, mais c'est quoi exactement tes missions? C'est quoi ton rôle, en tant que manager pour ces combattants? Alors, je dirais que moi, avant tout, je suis comme une boîte de conseils, c'est-à-dire que je conseille mes combattants sur Mmh, leur communication, sur les sponsoring et cetera, mais je ne gère pas ça. Je ne gère pas ça et je veux mmh, pas dire que je le gère, ce serait prétentieux et moi, j'ai toujours défendu le fait de ne pas être, partout. Je pense que quand tu es partout au sponsoring, à la com, du au côté sportif, à la gestion de la carrière, en fait, c'est le meilleur moyen de se perdre. Donc moi, ouais, je conseille là-dessus. Maintenant, vraiment, OK, mon domaine à moi, c'est la construction de carrière sportive. Donc d'accord, c'est-à-dire, c'est, bah, déjà le repérage de talent, hem et ensuite le fait de développer le talent, de lui signer les contrats aux bons endroits, avec les bons adversaires, pardon, dans les bonnes organisations et cetera et cetera. Je pense qu'on est plutôt doué pour ça, c'est dans le fait de construire les combattants sportivement. mmh, Maintenant pour tout ce qui est, annexe, genre, sponsoring comme je te disais et communication, je peux conseiller là-dessus et je prends plaisir à le faire, mais je veux pas dire que je le gère, ce serait hyper prétentieux. Je pense qu'aujourd'hui pour performer pour un combattant, il faut un professionnel dans chaque ouais, discipline, dans chaque domaine en fait, tu vois? Je bien pense sûr. qu'il faut un mec qui gère la com du combattant, il faut quelqu'un qui lui gère ses sponsoring, quelqu'un qui gère le choix de ses combats. Je pense que ce sont des choses totalement différentes et j'ai pas la prétention de dire que je suis partout. Donc on va Ouais. dire que ma mission essentielle, c'est de gérer la carrière sportive du combattant. Ouais, puis c'est déjà énorme comme tâche. Je pense que si on est partout, on est aussi nulle part à la fois et c'est contre-productif, je pense. C'est ce que Mais j'ai toujours dit. Ouais, et j'ai OK, pas envie de me contredire, tu vois? Si je commence à dire aujourd'hui, «Alors je gère ceci, je gère ce», tu vois? ouais, Non, non, ce serait faux. Non, non, moi bien je veux sûr. vraiment gérer le côté sportif et uniquement sportif. Mais du coup, est-ce que on vient d'en parler, tu as eu un petit parcours de combattant et cetera. Est-ce que tu as quand même un rôle à jouer dans ce qui est entraînement, stratégie de combat, préparation? Je crois que tu t'occupes de la préparation physique, mais vraiment l'accompagnement pour le combat purement et pas, pour le tout ce qui est contrat et carrière, vision de carrière? Est-ce que tu as Bah, un rôle là-dedans? la logique voudrait que je n'en ai pas, parce que comme je viens de t'expliquer, je Ouais, veux qu'il y ait une personne pour chaque domaine. Maintenant, effectivement, de par mon passif et j'ai accompagné beaucoup de combattants avant de commencer avec les Français, comme je t'ai expliqué, j'ai accompagné les combattants bulgares en Russie. À l'époque, c'était l'époque du M1 et cetera, qui marchait beaucoup et donc j'ai force est de constater que j'ai de l'expérience dans le domaine ouais, et le truc, c'est que du coup, parfois des combattants me demandent de venir se préparer ici en Bulgarie ou des combattants me demandent de les accompagner lors des combats. La logique voudrait que je le fasse pas, mais on est une équipe, on est ensemble. Donc comme je dis toujours, si tu penses que je peux avoir une bonne influence dans ton coin ou dans ta mmh, prépa ou t'aider sur quoi que ce soit, je vais le faire, je vais le faire. Et du coup, il y a de nombreux combattants qui me demandent de les accompagner. C'est compliqué à tout gérer, mais encore une fois, si je peux apporter dans un domaine, je vais aider avec grand plaisir parce qu'on est ensemble, on est une équipe et
Par conséquent, je peux pas abandonner le navire comme ça, donc Ouais, bien j'essaie sûr. d'aider là où je peux, hein. Ouais, ouais. Ouais, puis je suppose qu'il y a aussi une implication émotionnelle. Les sports de combat, le MMA, c'est quand même un sport particulier. Il y a beaucoup de stress, d'émotions et cetera. Donc je pense que même toi, tu dois te sentir parfois obligé, tu le fais, comme instinctivement aussi, de t'impliquer dans tout ça, quoi. Ouais, bien sûr, parce que j'ai la chance justement de connaître, de savoir comment ça se passe, qui est quand même un gros avantage. Et tu sais, aujourd'hui en France, des coachs avec beaucoup d'expérience, qui ont été dans de grosses organisations, mais tu remarqueras qu'il n'y en a pas tant que ça. Tu vois, des coachs par exemple qui ont coaché à l'UFC, plusieurs fois, qui du coup sont habitués à la gestion du stress et cetera. Bah, en fait, finalement, ils sont très peu en France, hein. Regarde, il y a Mmh. très, très peu de coachs avec cette grosse expérience. Donc c'est vrai que Ouais. parfois du coup l'expérience, c'est vraiment un truc qui s'achète pas, tu vois? Ça, tu peux pas l'acheter. Donc parfois effectivement, on me demande d'accompagner pour ces raisons-là aussi, tu vois? Pour apporter un côté un peu paternel, j'ai envie de dire. OK, ouais. Ouais, ouais. Et je voulais savoir également comment tu en viens à travailler avec un athlète? Est-ce que c'est souvent eux maintenant que tu as aussi, un gros nom dans le MMA, est-ce que c'est eux qui viennent, vers toi? Est-ce que c'est toi aussi qui fais, constamment du repérage et qui va vers les athlètes? Ou c'est différent Alors, peut-être à chaque fois, hein? bah, pour être très honnête, mon statut effectivement, il a changé. C'est Mmh. vrai qu'à l'époque, j'ai démarché tous les combattants. C'était moi qui démarchais les combattants, attention, ceux qui m'intéressaient, tu vois? Ouais. C'est moi qui les démarche ou en leur expliquant ce que je fais. Mais tu sais qu'à l'époque, il y a presque 10 ans maintenant, lorsque je débarquais et j'écrivais un combattant, je lui expliquais ma fonction, le mec comprenait rien parce qu'en fait, il y avait pas de manager à Ouais, l'époque. ça existait pas, ouais. Ça n'existait pas, il y a 10 ans OK. en arrière, ça n'existait pas et le mec me disait, «Mais il est taré», tu vois? Ouais, pourquoi Presque il me faire? prenait pour un fan un petit peu qui essayait de prendre une Ah place ouais, dans le truc. Ouais, ouais, ouais. Bah, OK. tu sais, c'est vrai que c'est étrange au début, on me parlait pas de la fonction de manager et tu as un mec qui débarque et qui dit, «Je vais Mmh. t'aider à gérer le côté sportif, machin, tu vas voir, j'ai une bonne analyse et tout». Tu te dis: «Ah ouais, mais le mec il veut quoi en fait?» Tu Ouais, vois? ouais, ouais, Dans un premier bien temps, sûr. effectivement, c'était dur. Le temps de former une équipe et surtout ça prend du temps, en fait, tu vois? Donc le temps d'avoir, un CV, en tant que manager, ça m'a coûté beaucoup de temps, effectivement. Maintenant, c'est vrai que je vais plus vers aucun combattant pour être très honnête avec toi. Je veux Oui. pas que ça paraisse prétentieux, Oui. mais tu sais, je reçois des dizaines de messages, tous les jours de combattants pour qu'on bosse ensemble et cetera. Mais on a arrêté de signer des combattants parce qu'en fait, on se doit aussi, on doit fidélité aux mecs qui sont en contrat avec nous. C'est-à-dire OK. qu'aujourd'hui, on a 50 gars. Tu si demain, je devais répondre à plus de sollicitations, en avoir 200, bah, ça veut dire qu'en fait, je vais diviser, mon temps par 4. Tu Ouais. sais, le temps que je passe avec les fighters et que je travaille pour eux, bah, je vais le diviser par 4 et ce serait malhonnête de ma part, donc du coup, on recrute beaucoup moins. Aujourd'hui, comme je dis toujours, la seule façon d'être signé à la BTT, c'est de venir prouver sur place ce dont vous êtes capable. On organise, peut-être que tu le sais, tous les ans des détections, donc des camps d'entraînement à la BTT. Mmh. Voilà, comme je dis toujours, tu veux signer à la BTT, déplace-toi, viens montrer ce dont tu es capable OK. et peut-être qu'on va te donner ta chance, ouais. Mais OK, ouais. maintenant, c'est le seul moyen de recrutement, celui-ci, hein. Bien sûr, OK, ça marche. Je voulais également savoir, bon, on va en reparler, mais tu as vraiment pas mal de combattants, qui sont à l'UFC et c'est peut-être une question un petit peu bête, mais je voulais savoir, en fait, par qui tu passes, à l'UFC pour négocier les contrats et cetera? Est-ce que c'est directement Dana White? Est-ce que c'est Hunter? Est-ce que par qui tu passes, en général? Est-ce que c'est des gars que personne ne connaît finalement et qui s'occupent de ça? C'est ça. Dana White, en fait, jamais tu vas passer par lui pour un combat. Si on te OK. dit s'il y a un mec qui commence à venir en podcast et qui te dit: «Ouais, j'étais au téléphone avec Dana White là», il est en train de te raconter n'importe quoi le mec. Ça ne se fait OK. jamais comme ça, jamais comme ça. Ouais, je me Dana doutais. White, il est au sommet de la pyramide, il s'embête pas avec le matchmaking. Jamais, jamais, jamais. Ouais. En dessous de lui, effectivement, il y a Hunter Campbell, donc tu as l'air d'être très bien renseigné, bravo. Hunter, lui, intervient quand c'est vraiment pour du top, du très, très top, du Mmh. combat qui a besoin d'une promotion qui faille que le combat va rentabiliser, en fait. C'est-à-dire que, D'accord. en gros, pour pas faire de grandes phrases, quand ça paye, quand vraiment en termes de business, il y a un gros coup à faire pour l'UFC, Hunter va intervenir parce que c'est vraiment le mec pour ça. Mais non, non, moi je travaille avec les 2 personnes en dessous, les matchmakers de l'organisation. Donc tu as un Mmh. matchmaker pour les KT hommes 61, 66, 70, 77, qui s'appelle Sean Shelby et tu Ouais. as un autre matchmaker pour les KT hommes 57, 84, 93 lourds et toutes les KT féminines qui s'appelle Mick Ménard. Donc voilà, c'est D'accord. aussi simple que ça, tu es en relation directe avec les matchmakers de l'UFC et OK, ouais. vraiment dans des cas bien particuliers,
Tu dois voir ça avec, la personne qui est au-dessus d'eux, mais en général, avec eux, ça se passe très, très bien. Il y a pas besoin d'aller voir ailleurs, quoi. Bien sûr, ouais. OK, ça marche. Je voulais te demander plus généralement sur l'écosystème, on va dire, en France, dans les sports de combat, dans le MMA. On sait que là, ça se développe vraiment de plus en plus, ça commence vraiment à prendre un énorme engouement. Mais je voulais savoir, toi, du coup, tu es en Bulgarie, peut-être que tu as vu d'autres pays, tu as peut-être vu un petit peu aux États-Unis comment ça marche, même si eux, forcément, ils ont une longueur d'avance à ce niveau-là, mais la France, comment tu situerais? Est-ce que tu penses qu'on est plutôt développé pour tout ce qui est médias, management, communication des combattants et cetera? Est-ce que tu penses qu'on est développé par rapport peut-être aux pays européens ou on a peut-être un retard, tu vois? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Bah, je pense qu'on a obligatoirement un retard étant donné qu'on a attendu pendant 20 ans que ça se légalise. C'est vrai. Donc c'est quelque chose d'encore, tout nouveau finalement. On n'a que 4 ans de recul à peine. Donc en fait, on est, dans une période, comment dirais-je, d'essai. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde essaye, ça part dans tous les sens, on essaye beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'inventions, si je puis dire. Il y a de nouvelles façons de communiquer. En fait, ça part vraiment dans tous les sens à l'heure actuelle. Donc Mmh. c'est vraiment cool si tu veux parce que c'est en train de se développer. Ouais. Maintenant, je pense que 4 ans plus tard, donc là on y est, il y a une espèce de sélection naturelle qui va se faire où, en fait, au moment de la légalisation, tout le monde est arrivé. Que ce soit les managers, de nouveaux coachs, bah, de nouveaux médias pour le coup, tout le monde est vraiment arrivé. Le temps va faire que ces gens-là vont se filtrer, ça va être filtré naturellement. Les moins bons, vont quitter le système parce que c'est compliqué d'y rester si tu ne performes pas et les meilleurs vont rester, mais je pense que là, pour les 2-3 prochaines années, ça va stagner et en fait, étant donné que seuls les meilleurs vont rester, donc je parle des médias, des managers, de tout le monde, le filtre naturel aura fait son effet et du coup, je pense qu'on va passer à un autre palier dans 2-3 ans parce qu'en Mmh. fait, ces mecs-là vont se professionnaliser, ceux qui vont rester, en fait, tu vois? Vont s'améliorer, vont devenir meilleurs Bien et sûr. vont pouvoir péter dans 2-3 ans. C'est quand je dis péter, c'est vraiment devenir encore meilleur et se développer. Je Ouais. pense que c'est ça aussi pour vous chez les médias. En fait, tu as vu au moment de la légalisation, tu as 300 000 médias qui ont ouvert. Sur Mmh. les 300 000, il y en a les 2 tiers qui vont certainement fermer. Et une Ouais, fois que ça va se stabiliser, que vous serez moins, mais vous serez les meilleurs en fait. Ceux qui sont restés seront les meilleurs, les plus ouais, pros. Vous allez pouvoir maintenant vous professionnaliser et être moins peut-être dans la course à l'info, le truc qui va vite, tac, 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 tu vois? bien sûr. Et je pense que c'est ce qui va se passer là. On va rentrer dans une étape où pendant 2-3 ans, ça va se filtrer naturellement Mmh. et dans 3 ans, on va avoir un gros coup de boost de professionnalisme de la part de tout le monde. Donc on n'est ni en retard, on n'est ni en avance en fait. On est dans une période où, Ouais. c'est en train de se chercher. Il y a des choses qui sont proposées dans tous les sens, hein. Regarde, si on prend ton exemple à toi chez les médias, il y a plein de choses qui sont proposées. Il y a plein d'espèces de précurseurs, tu sais, des mecs qui ramènent des choses nouvelles et ça, c'est vraiment cool, tu vois? On a besoin de vent frais et cetera, tu vois? Mais comme je te dis, la vie va filtrer naturellement et les Ouais, meilleurs vont bien sûr. rester et du coup, ça prend du temps mais on est vraiment sur la bonne voie. Je trouve que le développement du MMA en France, il est vraiment bon. On a une façon de communiquer qui est différente et de travailler qui est différente des Américains parce qu'en fait, il a fallu en moins de temps qu'on essaye d'être aussi bon qu'eux. Mmh. Donc effectivement, on a été vite et du C'est coup, vrai. quand tu vas vite, tu commets des erreurs. Donc Ouais. voilà. C'est en train de, on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie. De bonnes choses sont faites et c'est cool, c'est cool. OK, très bien. C'est moi qui te retourne la question. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que tu en Bah penses de l'évolution du MMA? moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que là, il y a clairement une «sélection naturelle» entre guillemets qui va se faire là dans les années à venir. Ça, c'est sûr et certain parce que, bah, avec les réseaux, on en parlait aussi en off, il y a beaucoup de médias, beaucoup d'informations, beaucoup de choses, ça se multiplie et je pense que ouais, c'est seulement les médias qui vont se professionnaliser, qui vont s'améliorer, qui vont durer dans le temps. Heu Donc ouais, je suis d'accord avec toi, je pense que c'est cool. La preuve, moi, je veux dire, je «débute» entre guillemets, ma carrière, je suis dans un média MMA et ça, c'est juste grâce au fait qu'il y a un gros engouement autour du sport et ça fait plaisir. Je pense que ça a mis beaucoup de temps, mais que là, on y est et bah, on passe en vrai, tu l'as très bien expliqué, je trouve. On passe par la phase de développement où on est obligé de passer par là et donc il y a beaucoup de médias, beaucoup de choses qui se passent mais c'est cool, c'est cool. Je suis d'accord avec toi, en vrai. Parfait alors. Je pour revenir sur le métier de management, je voulais te parler un petit peu, on va dire argent. Je voulais te demander comment ça se passe la rémunération en fait? Est-ce qu'un manager il prend, un pourcentage sur,
le salaire d'un combattant? Je sais pas comment ça marche. Est-ce que c'est l'UFC qui paye le combattant et le manager a un pourcentage sur ce salaire? Est-ce que c'est par rapport à d'autres revenus? Comment ça marche? C'est exactement comme tu l'as décrit en ce qui me concerne moi. C'est-à-dire que le promoteur paye directement le combattant et ensuite le combattant me rémunère en D'accord. pourcentage sur ce qu'il a touché. Maintenant, je sais qu'il y a d'autres managers qui travaillent différemment. Je pense que chacun a sa façon de bosser. Ce sont d'autres façons qui s'entendent. Moi, je les entends. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que je dis ça. Je sais qu'il y a un management, par exemple, qui travaille d'une façon différente, c'est, je fais monter le combattant. Je fais monter le combattant, je lui gère son côté sportif, je fais en sorte que de par le côté sportif, il devienne quelqu'un d'important dans le circuit du MMA et le fait d'être quelqu'un d'important fait que des sponsors vont venir à lui, des partenariats vont venir à lui et c'est plus ou moins moi, je parle pas de moi, mais dans le cas de ce management, c'est moi indirectement, bah, qui est permis de par la construction de carrière que les sponsors et cetera viennent vers lui et Mmh. par conséquent, j'estime normal d'être rémunéré, de par ses partenaires et sponsors parce que sans mon aide, Bien sûr. ces personnes-là ne seraient jamais venues à lui. Moi, je Mmh. pratique pas ça, mais d'autres le font. Tout ça pour te dire qu'en fait, il y a pas de livret, tu sais, le guide du management, tu vois, il existe pas, en fait, tu vois? Donc finalement, chacun fait à sa manière. J'ai dit trop de «tu vois» dans une phrase, j'ai remarqué. Mmh. Ouais, ça Le m'arrive aussi. Ouais, faut arrêter ça. Faut vraiment ouais, tu sais, C'est j'essaie d'écouter mes interviews parfois et de me reprendre sur des trucs parce que c'est hyper important d'être clair et surtout Bien d'éviter de sûr. se répéter. Donc, pour finir, il y a différentes façons de manager. Je suis pas sûr qu'il y en ait un qui est la vérité absolue. Mmh. Heu, je pense que ça dépend aussi des accords avec les combattants. En vrai, tu as vu, ça dépend de plein de choses. Heu, l'important est juste de faire en sorte que le bénéficiaire premier de ce partenariat reste l'athlète. Ça, c'est hyper important. La Ouais. personne qui rentre dans la cage et qui prend les coups et qui s'entraîne très dur tous les jours reste le combattant. Donc moi, j'essaie de faire attention à ça et que le combattant reste le bénéficiaire numéro un et voilà, je prends ma rétribution uniquement grâce au côté sportif, encore une fois. Le OK. combattant, le combattant combat, est payé, je prends mon salaire sur la paye du combattant. Voilà. Très bien. OK, ça marche. Là, pour le moment, tu es principalement, focus sur le MMA, mais est-ce qu'à l'avenir, tu te vois peut-être, manager, d'autres athlètes, peut-être des boxeurs, dans d'autres sports? Tu vois, là, il y a les JO. Je sais pas, peut-être manager des futurs, sportifs aux Jeux olympiques ou autres. Est-ce que tu te vois faire ça ou pour l'instant, c'est vraiment, plus focus MMA, quoi? Bah, en fait, j'aurais aimé faire ça, mais je pense que ce serait une très mauvaise, décision de ma Ouais. part. Sur le fait de s'éparpiller. Le Mmh. fait, encore une fois, de vouloir être partout, je crois que c'est en off où on se disait ça, où je t'expliquais. Bah, même tout à l'heure, non, on Oui, parlait oui, aussi de la communication, sponsoring exact. et cetera. Moi, j'essaie vraiment, encore une fois, d'être focus sur ce que je fais moi, sur Ouais, ma spécialité à moi qui est le MMA. J'aimerais parfois parce que tu sais, ça peut t'apporter quelque chose de différent dans l'approche, dans plein de choses. Le fait bien de sûr. manager un boxeur, ça peut être cool aussi parce que c'est quelque chose de différent et du coup, tu as un espèce de vent frais dans ton boulot parce que tu vas faire un truc nouveau. Ça pourrait être cool, effectivement, mais non, je vais rester fidèle à moi-même et Mmh. je vais rester dans mon domaine et essayer d'être vraiment le meilleur dans mon domaine, Oui, d'asseoir, comment dirais-je? Je dirais pas une domination, mais clairement de pouvoir, être un personnage dominant dans le management parce que on veut tous être les meilleurs dans ce qu'on fait. J'imagine que toi, ta vocation est être le plus gros média. Tout le monde mmh, veut être le meilleur dans ce qu'il fait, donc je vais rester bien chez sûr. moi dans mon domaine et tenter de progresser et voilà. OK, très bien. Donc tu t'occupes forcément, je peux pas passer à côté, tu t'occupes, d'un énorme phénomène en France, Benoît Saint-Denis. Donc on a vu qu'il avait quand même eu une ascension rapide chez les poids légers de l'UFC qui est, je le rappelle, l'une des catégories les plus relevées de l'organisation, la plus grosse orga au monde, en MMA. Mais malheureusement, il a été stoppé, en mars par Dustin Poirier, donc on va en reparler, mais tu avais déjà réalisé un gros tour de main, je crois que ça se dit, Mmh tour mh. de main avec ce combat, la signature de ce contrat. Donc pour revenir à ce combat, il a été, finalisé par KO au second round et on a appris par la suite qu'il avait été victime d'une infection, même de 2 infections et je voulais savoir, heu,
je voulais que tu nous expliques, en fait, qu'est-ce qu'il avait eu exactement et à quel point ça l'a impacté, avant ce gros combat? Bah, pour essayer d'être, clair et limpide, parce que tu sais, on n'est pas dans la recherche d'excuses, j'ai pas envie qu'on se cherche des excuses. Le combat est passé, on l'a perdu, il faut l'assumer, on va revenir, il y a Bien pas de sûr. problème. Maintenant, il est vrai qu'avec un Benoît à 100, en meilleures conditions physiques, je pense qu'on a une issue qui est tout autre. Je pense qu'il l'a prouvé lors de la première reprise, que Benoît, il avait une facilité extrême à se retrouver dans le dos de Poirier. C'est ce qui avait Ouais, été travaillé, c'est pas dû au hasard. C'était clairement le plan, c'était de se retrouver dans le dos et de l'étrangler. C'est ce bien qu'il sûr. avait bossé. Mais voilà, on a fait preuve d'une une série de malchance, je dirais. En fait, effectivement, l'infection au staph, qu'il a pu avoir a entraîné tout un tas de complications, l'a affaibli déjà, étant donné qu'il était affaibli, il a attrapé une autre bactérie. Mmh. Le fait d'attraper tout ça, d'être sous antibiotiques a rendu le cutting extrêmement compliqué. Ça a été très, très dur. Donc on a rajouté de la fatigue par-dessus de la fatigue et donc oui, c'est sûr qu'on n'avait pas un Benoît Saint-Denis à 100 au moment du combat. C'est Bien sûr. regrettable, mais c'est comme ça, tu sais, il y a une vieille phrase qui dit qu'un combattant ne combat jamais à 100. Ouais. Une prépa, c'est toujours dur, c'est toujours compliqué, tu prends des coups, tu peux te casser quelque chose. Mmh. Voilà, c'est l'essence même du combattant, c'est de savoir combattre avec des problèmes perso ou avec des problèmes physiques. Donc on est allé à la guerre, ça n'a pas tourné en notre faveur, mais ça nous a permis de constater que Benoît, si on avait besoin de confirmation, pour le coup ça a été confirmé, que Benoît est au niveau des tops. On Ouais. sait qu'il est au niveau des tops de la KT. Donc oui, c'est frustrant, c'est un coup d'arrêt, effectivement. C'est un coup Ouais. d'arrêt après une grosse ascension. Mais comme je l'ai dit il y a pas très longtemps lors d'une conférence à Sciences Po, justement, la beauté du sport, c'est que tu peux revenir. C'est que tu peux revenir. On a été Ouais. stoppé, ouais, c'est vrai, mais on va revenir en septembre et puis on va revenir peut-être en février derrière. Et au final, bah, à l'été 2025, on va se retrouver dans la situation que nous étions au mois de mars 2024 finalement. On a juste perdu une année. Et Bien dans le sûr. cadre de Benoît, perdre une année, c'est pas très grave parce qu'on le rappelle, il a 28 ans, donc on a Ouais, il est encore jeune. beaucoup de temps. Ouais, Il est il y a pas jeune, de ouais, et problème. puis c'est loin d'être honteux comme défaite. On parle quand même de Dustin Poirier et en plus, il fait un énorme premier round avec ses infections donc non, ça reste, une grosse performance. De toute façon, Bien c'est sûr. toujours comme ça avec Benoît et il a rapidement réagi quand même après sa défaite. Il a voulu vite, redevenir actif. Donc là, Mmh. c'était samedi dernier, 18 mai, à l'ADXC 4, il a remporté une victoire par décision face à Marc Diakiese. Donc, on a vu qu'il a après c'est quand même une défaite qui peut être traumatisante pour un combattant, enfin traumatisante, en tout cas marquante, mais lui Benoît, on sent que bon, on sait très bien qu'il a un mental différent, il a voulu vite revenir et moi ça m'a un peu fait penser à Alexander Volkanovski qui avait déclaré après sa défaite face à Islam Makhachev, que clairement il pouvait pas vivre sans combattre. Il avait toujours besoin d'avoir, un combat de prévu, d'être actif. Est-ce que ce serait pas aussi un petit peu le cas de Benoît? J'ai l'impression qu'il a ce besoin-là, quoi. Alors ça l'est totalement, mais c'est là où tu vois l'importance de mon rôle à moi. C'est que mon rôle à moi est de le protéger contre lui-même. Parce que si on écoute Mmh. Benoît, il voulait être booké la semaine d'après, après le combat contre Dustin. Il voulait déjà être booké, il Mmh. voulait déjà recombattre. Ouais, Hem et ça, c'est une qualité que j'espère il ne perdra jamais. En fait, je préfère un combattant qui a soif de combat, qui même me saoule parce il m'appelle tout le temps, il m'envoie des messages pour combattre et moi le calmer plutôt que le contraire. Tu sais, ouais, avoir un combattant de le qui motiver, a ouais. ouais, trop de stress, trop Mmh. d'émotions et du coup qu'il le sent jamais, qui a jamais envie de combattre et c'est à moi de lui montrer qu'il faut qu'il ait confiance en lui et cetera et cetera. Non, dans Mmh. le cadre de Benoît, c'est génial de bosser avec lui. C'est un mec qui a faim, c'est un mec qui veut toujours combattre. Mais moi, mon boulot, c'est clairement de le protéger contre lui-même. Je pouvais pas, en fait, le faire recombattre avant septembre. Pour moi, c'était impossible. Il avait Mmh. besoin de se reposer. Ça a été un long débat avec lui et comme un cadeau du ciel est tombée la compétition de la DXC. Pour le coup, c'était Ouais, incroyable. Ouais, c'était incroyable. Quand j'ai entendu qu'il y avait une compétition de grappling à Paris, direct, j'ai c'est œuvré vrai. pour être en contact avec les organisateurs et donc j'y ai placé Benoît et c'était génial parce que ça lui a permis de retrouver des sensations, Ouais, des émotions, rentrer dans une cage, être confronté à quelqu'un parce que même si c'est du grappling, ça reste une confrontation et c'est bien, ça a permis de temporiser et du coup, on va avoir un Benoît à 100 au mois de septembre. carrément, ouais, et est-ce que ça a été une manière peut-être de se redonner confiance, du coup, aussi, ce combat de grappling?
Ouais, ouais, bien sûr, bah, c'était surtout, ouais, pour retrouver des sensations parce que la confiance de Benoît, elle est totalement intacte. Ouais. Il a pas du tout été ébranlé par la défaite. Il a commis des erreurs, il en est conscient. Il est en train d'y travailler pour ne pas les recommettre. Parce que finalement, la défaite, comment on doit l'appréhender? Est-ce que c'est pas un bien pour un mal, finalement? Encore une fois, il a commis des erreurs dans ce combat. Il y travaille pour ne pas les recommettre. Benoît, c'est un mec intelligent. Il y a une vieille phrase toute bête et toute construite qui dit, «Il va revenir meilleur», mais Ouais. pour le coup, c'est vraiment vrai, il Ouais. va vraiment revenir meilleur, Benoît, donc Ouais, ouais, il je faut lui pense. faire confiance. Ouais, 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 c'est le timing est bon, c'est parfait. On va le revoir au mois de septembre et il va très certainement performer. En plus de ça, je suis en train de travailler sur un adversaire qui, Ah! je l'espère, va accepter. S'il accepte, c'est l'adversaire parfait pour revenir. OK, ouais, ouais, parce que justement l'année dernière à l'UFC Paris, on se rappelle que tu avais quand même placé 4 de tes combattants, il me semble, sur la carte, donc c'était quand même une grosse performance, et donc Benoît, ouais, c'est acté, il sera à l'UFC Paris, donc c'est clairement votre volonté et l'adversaire, je suppose que vous travaillez sur, potentiellement un membre du top, forcément du top 15? Ah oui, oui, tout à fait, ce sera quelqu'un du top 15. Si ça devait ne pas l'être, on combattra pas de toute façon. Benoît, c'est quelqu'un qui doit combattre contre des personnes mieux classées, donc ce sera quelqu'un qui sera mieux classé que Benoît et OK. oui, oui, bien sûr, la volonté est de combattre à l'UFC Paris, c'est déjà acté, c'est déjà bon. Hem Et pour te donner une exclue, il est possible qu'on le retrouve, très, très haut, dans la carte, le plus tard possible en soirée, Mmh. Benoît. Voilà, voilà. OK. Ouais, ça c'est très intéressant en tout cas, on a hâte de voir la suite et bah, on sait que tu avais déjà réalisé un gros exploit avec ce contrat avec Dustin Poirier. Heu, déjà, je voulais te demander, est-ce que tu penses que c'est, l'image de Benoît qui plaît aux Américains, qui plaît à l'UFC, son personnage avec, c'est un ancien des forces spéciales et cetera. Est-ce que tu penses que ça aussi c'est, quelque chose qui joue, dans le fait que l'UFC veut aussi le pousser et le mettre face à des tops, qui sont beaucoup mieux «classés» que lui entre guillemets? Bien sûr, bien sûr. Bah, tu sais, en termes de management, on peut parler de performance, tu vois? Ce qu'on a fait que de booker, Benoît contre Poirier. Mais la performance, elle n'est pas possible sans Benoît, sans ses performances et sans le personnage, effectivement. Les Américains sont totalement amoureux de Benoît. En fait, je sais même pas si en France, on se rend compte, de l'impact de Benoît à l'UFC. Mmh. Aujourd'hui, l'UFC est fan absolu de Benoît, veut en faire le plus grand représentant européen de l'UFC et crois-moi, dans quelques mois, la question ne se posera plus de savoir qui est la figure, du MMA en France, parce que l'UFC clairement, veut nous aider à faire de Benoît une superstar et c'est ce qu'on est en train de mettre en place. OK, ouais, très bien et bah, tu parlais d'un combattant mieux classé. Bon, celui-là, il est numéro un, mais il y a un passif du coup, il y a eu des échanges sur les réseaux sociaux avec justement à la DXC, à la base, on parlait d'un combat contre Arman Tsarukyan. Finalement, il avait annoncé ça dans un podcast, mais il avait même pas encore l'autorisation de l'UFC, il me semble, donc ça s'est pas fait. Derrière, bah, il y a eu, des petits échanges, piquants sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est envisageable un combat avec le numéro un? Là, je vais pas te mentir, c'est beaucoup trop tôt. C'est Ouais. beaucoup trop tôt en termes de timing, justement du côté sportif, ce que je gère moi. C'est beaucoup trop tôt. C'est la première fois que Benoît prend un tel arrêt dans sa carrière, c'est-à-dire le fait de prendre un knockout et le timing n'est pas bon. J'ai pas envie de le remettre contre quelqu'un Ouais. qui pourrait le mettre trop dans le dur. Moi, mon travail, encore une fois, c'est aussi de le protéger et c'est aussi de trouver des profils qui sont bien classés mais qui ont des profils qui font que Benoît ne se retrouvera peut-être pas dans le même genre de situation que contre Poirier, si tu vois ce que je veux dire? Des échanges Ouais. vraiment brutaux, debout et cetera. Donc non, non, pour Tsarukyan, c'est trop tôt, Mmh. mais on a construit un truc pour le futur. Là, le projet, en fait, c'est de faire monter de Benoît, de le faire rentrer dans le top 5 le plus rapidement possible. Peut-être que Tsarukyan sera champion un jour, peut-être dans 6 mois, dans un an, peut-être. Et est-ce qu'on n'est pas au début d'une nouvelle histoire, d'une petite guéguerre entre 2 Mmh. combattants dans la division? C'est ce qu'on a essayé de mettre en place en tout cas. Tu sais, parfois les gens, eux, ont une interprétation, mais ils savent pas tout ce qu'il y a derrière. En fait, on Mmh. est juste en train de construire un truc, finalement. Ouais, On c'est est en ça. train de préparer le futur, donc voilà, c'est cool. Il y a pas d'échange houleux ou de manque de respect, c'est Oui, juste, une petite rivalité qui est en train de se créer et voilà. exactement.
Oui, Ouais, c'est de la stratégie et puis ça paraît totalement logique. Les 2 sont jeunes. Il me semble qu'Arman Tsarukyan, il a lui, 27 ans, c'est Benoît ça. 28 donc ils les 2 sont déjà au top. On imagine que ça peut faire une grosse rivalité donc ouais, c'est C'est ça. intelligent aussi de mettre ça en place, clairement. Mmh mh. Petit aparté, je voulais te demander du coup Dustin Poirier qui va affronter le champion Islam Makhachev le 2 juin. Est-ce que tu penses que Dustin peut le faire en vrai face à Islam Makhachev? J'aimerais qu'il le fasse et tu sais, je vais Ouais. regarder le combat en live et je serai son plus grand fan. Parce que tu imagines la symbolique s'il gagne et qu'il devient champion. En fait, la défaite qu'on a pu essuyer contre Poirier, elle prendrait un autre sens, en fait, aux yeux Mmh, des gens. Donc c'est j'adorerais vrai. qu'il gagne. Mais statistiquement, il a très peu de chances de battre, Islam. On a pu le voir avec Benoît, son niveau de sol, à Dustin est, Ouais, restreint. Même s'il gère, hein, il est quand même en gestion avec un mec dans le dos, mais on ouais, gagne pas un combat avec quelqu'un dans le dos. c'est clair. Donc, je suis pas sûr qu'il ait les armes pour gagner le combat, hormis si les choses se passent comme avec Benoît, c'est-à-dire lors d'un petit échange debout où il trouve l'ouverture et il éteint Islam. Chose qui est pas impossible parce qu'Islam s'est déjà fait éteindre par le Oui, passé. bien sûr. Mais si on part sur ce game plan-là, les chances de victoire sont vachement restreintes, si tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Ouais, je suis d'accord avec toi, clairement. Je voulais aussi te parler de Morgan Charrière, l'un de tes combattants que tu avais placé donc qui avait fait son premier combat à l'UFC, Paris l'année dernière en 2023, donc gros finish, on s'en rappelle très bien. Derrière là, il a fait son retour, son deuxième combat, à l'UFC, donc c'était en avril face à José Mariscal et bon malheureusement défaite, mais c'est vraiment une défaite. C'est le genre de défaite un peu comme, Benoît Saint-Denis face à, hem, Élysée Élysée, Dos Santos, dans le sens où c'est une guerre et ça, l'UFC, on sait très bien, le public, ils aiment ça. Donc je pense que c'est pas une défaite, comment dire? C'est une défaite qui peut lui faire du bien carrément pour la suite de sa carrière. ouais, bien sûr, bah, en fait, tu as parfaitement résumé. L'UFC, en fait, en gros, c'est ton employeur. Ton employeur t'a signé, t'a offert un contrat pour que tu apportes du show. En fait, je sais que c'est compliqué à comprendre pour les gens, mais ton employeur ne te paye pas, finalement, pour faire des combats chiants, même si tu gagnes. Ouais. L'UFC, en fait, c'est une, société de divertissement à la base et ils sont là pour divertir et en fait, finalement, le combat de Morgan aux yeux de l'UFC, c'est comme une victoire. En Mmh. fait, il a apporté le show, il a fait une guerre, il s'est pas fait éteindre, il a fait un gros combat, les gens l'adorent, il est stylé en plus, tu vois? Il Bah est ouais, super stylé comme mec, donc au final, c'est comme une victoire aux yeux de l'UFC. c'est Donc vrai. il y a pas de temps mort, il y a pas de tu vois, de stop ou quoi que ce soit dans la Ouais. carrière de Morgan. L'UFC l'adore, l'UFC va le faire combattre à nouveau au mois de septembre et ouais, c'est cool en vrai, il y a pas de problème. C'est sûr quand la défaite, elle arrive au début, à moi, elle m'embête parce qu'avec Morgan, on a fait preuve de beaucoup de malchance. Tu Ouais, regardes ses défaites, c'est soit des décisions unanimes, soit des décisions partagées c'est et clair. plein de décisions partagées, tu vois? C'est vraiment un truc de fou. On a une malchance avec les décisions partagées, c'est incroyable avec Morgan. Donc Mmh. tu as vu, tu as un peu la malédiction qui se reproduit encore une fois, mais vas-y, c'est cool, vas-y, c'est pas grave, c'est pas grave. Il a fait une guerre, il a fait ce que l'UFC attend de lui. Donc en vrai, Ouais. vas-y, c'est cool, c'est cool. Ouais, c'est exactement ça. Puis il est encore jeune aussi, même s'il a quand même pas mal d'expérience à son âge, mais il est encore jeune, il a une grosse communauté. En vrai, il a tout, il a son, comme tu dis, il est stylé, il a son personnage, les tatouages, Ouais, le dernier pirate, machin. Il a un truc, donc ouais, il a vraiment quelque chose à faire à l'UFC, ça c'est sûr et certain. Et du coup, bah, je absolument. voulais te demander, est-ce que vous êtes déjà sur un adversaire aussi, du coup, chez les poids plumes pour Morgan? Bah, pour être honnête avec toi, l'UFC, en fait, si tu veux, ils font par ordre les combats. Aujourd'hui, l'UFC est en train de travailler son main event et son co-main event de l'UFC Paris. Ouais. Le reste de la carte principale va venir un petit peu plus tard. Là, on est en train d'enregistrer, toi et moi, pour rappeler aux gens, on est le 23 mai, donc ça veut Mm. dire juin, juillet, août, septembre. Dans 4 mois, un petit peu plus de 4 mois, aura lieu, l'UFC Paris 3. C'est trop tôt, pour être Mm. honnête avec toi. Bien En fait, sûr. tu sais, je te mentirais si je te disais, «Ouais, on a plusieurs profils, là, on est en train de voir et tout». Je vais pas te mentir, non, non, c'est beaucoup Ouais. trop tôt. Ouais, ouais. Bien sûr, ouais. OK. Bon encore, vraiment c'est ce que je te disais en off, tu as vraiment beaucoup de combattants donc j'ai dû choisir un peu, OK. de desquels on va parler. Il y a Oumar Sy qui a Ouais. fait sa première presta à l'UFC, J'espérais soumission que depuis premier tout à round. l'heure, je t'attends, je me dis: «J'espère qu'il va me citer son nom, parce que Ah, Oumar Sy, ça va être vraiment quelque chose les gars. bien Préparez-vous, sûr. soyez prêts». Ouais. Excuse-moi Carrément, de ouais. t'avoir coupé.
Non, il y a pas de souci. Bah, je voulais te demander qu'est-ce que tu as ressenti avec cette première victoire? Déjà, il y a eu la signature, il me semble que c'était en octobre. Est-ce que ça s'était fait, est-ce que c'était fluide la signature avec l'UFC et qu'est-ce que tu as pensé de sa presta, pour son premier combat, quoi? Alors la signature était très, très fluide, mais elle a été longue à faire parce qu'on a été, c'est vrai, je dirais séquestrés par son ancien employeur qui Mmh. voulait pas le lâcher. Ça a été Ah compliqué, bah, mais on est parvenu à un accord et malgré tout, il faut savoir aussi, voir du bon même dans le mauvais et donc malgré tout, je remercie, son ancien employeur, l'ancienne organisation, dans laquelle il combattait, le KSW, qu'on soit parvenu à un accord et qu'on ait pu, le libérer de son contrat parce que pour les gens qui ne savent pas, il lui restait encore un combat à faire à Omar sur son contrat. Voilà. Donc on a réussi à négocier et c'est cool. L'UFC, bah, était hyper chaud pour le signer, hein. Omar, c'est clairement un talent, invaincu, dans une catégorie où, il y a pas tant de mecs que ça. Donc mmh, clairement l'UFC, était très intéressé pour le signer. Maintenant, on a fait preuve aussi de malchance avec Oumar, c'est-à-dire qu'on signe à l'UFC, on a un combat de bouquet et il se blesse. Il se blesse gravement, une blessure qui nécessitait une intervention chirurgicale. Donc pour le coup, ça a été très, 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 très long. ouais, Heu, il fallait pas se manquer lors de ses débuts à l'UFC et en fait, moi, le stress était dû uniquement à ça, quant au fait qu'il fallait pas se manquer. Mais ouais, j'étais pas du tout stressé par rapport au combat ou à l'adversaire. Moi, Omar, je le connais très, très bien. Je sais ce dont il est capable. mmh, Je savais qu'il allait faire beaucoup de mal à ce mec-là, mais il fallait juste, en fait, qu'il contrôle ses émotions. Tu sais, l'UFC, c'est quand même une sacrée machine, hein. En fait, tu as remarqué que rares sont les combattants qui font un combat de ouf pour le premier combat, pour les débuts à l'UFC. Ça arrive mmh, rarement. Tu as eu mmh, Morgan Charrière qui a fait une dinguerie parce que lui, il est habitué à ce genre d'émotions et c'est il vrai. se nourrit du public. Mais, pour Oumar, j'avais juste hâte de voir ce qui allait se passer et quand je l'ai vu rentrer, regard, très sombre, très concentré, focus, je me suis dit: «Bon, ça va Ça y est, dérouler». Ouais et ouais. ça a déroulé et voilà. Pas de surprise pour être très honnête, Oumar, il a un niveau qui est bien au-dessus de ce qu'on lui a proposé ce soir-là, donc pas du tout surpris, quoi. Ouais, bien sûr, c'était plus un combat face à lui-même et mais du coup, il a montré qu'il pouvait subir aussi cette pression de l'UFC, donc c'est ouais, ça annonce que du bon, encore une fois. Ah ouais, comme Heu, je disais, j'ai fait une story hier à ce sujet, les gars, montez dans le train parce que Oumar, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. Oumar, on en reparle dans 1 an, tout le monde sera unanime. mmh, bah, j'espère bien et en vrai, j'ai pas de doute là-dessus non plus. Donc l'UFC Paris qui arrive bientôt. L'année dernière, tu avais placé 4 combattants, donc Morgan, Nora Cornol, Yanis Guémouri et Benoît Saint-Denis. Est-ce que cette année, tu vises, à faire la même chose ou c'était quand même, exceptionnel, mais est-ce que peut-être, cette année, faire la même chose, voire mieux, peut-être avoir plus de combattants, sur cet événement-là? Bah, mieux on pourrait le faire. Mieux on pourrait le faire parce qu'on a pas mal de combattants à l'UFC au jour d'aujourd'hui, donc on pourrait le faire, c'est pas impossible de le faire mieux. Maintenant, la question est, est-ce que c'est un objectif? Non, 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 c'est pas un objectif dans le Oui, sens où les gars, de toute façon, sont en contrat avec l'UFC, donc s'ils combattent pas à Paris, ils combattront autre part. C'est pas comme si c'était Paris ou rien, en fait, tu vois? Donc pour être honnête avec toi, ce serait cool d'avoir un maximum de combattants à l'UFC Paris, parce que c'est chez eux, dans leur pays, donc pour le coup, c'est vraiment sympa. Tu sais, quant au fait que tu pas jet-lagué, en fait, tu pas besoin de te taper, 9 heures de décalage horaire, pour aller à Vegas ou quoi que ce soit, donc mmh, c'est toujours un avantage. Mais vraiment pour être honnête, c'est pas un objectif. Sinon ça voudrait dire que je suis en compétition avec moi-même, en fait. Je devrais battre oui. le record qu'on a installé l'année dernière. Mais non, tranquille, tranquille, je suis Oui, pas oui, dans ce bien sûr. non, tranquille, tranquille. OK, ça marche. Donc Yanis Guémouri qui a combattu, là son dernier combat, c'était à l'UFC Paris, donc ça commence à faire, un petit moment. On se rappelle d'ailleurs un combat assez controversé avec William Gomis et cetera, avec l'arrêt de l'arbitre. Est-ce qu'il y a du nouveau pour, Yanis? Est-ce qu'il y a peut-être un retour qui se dessine? Ouais, bien sûr, bah, écoute, Yanis est déjà booké. Je t'invite à regarder Ah, sa page, Tapologie si tu veux, je vais te l'envoyer tout de suite, hein. Yanis yes. Guémouré, ouais, ouais, bien sûr, il est booké sur une très belle carte. Il va affronter Peyton Talbot à l'UFC 303, la carte de Conor McGregor le 29 juin, Incroyable. heu, aux États-Unis. Donc ouais, il est OK. booké sur la carte de Conor, donc grosse exposition. Par contre, il prend un client, hein, il prend un client. Si tu veux être, booké sur la carte de Conor, faut que Ouais. tu fasses un vrai combat. C'est vraiment comme ça, ils vont pas te mettre de combat facile, c'est une belle carte. Il prend un client, mais finalement Yanis
a toujours performé lorsque je lui mettais les adversaires les plus dangereux. Mmh. Donc, heu, donc pour le coup, moi, je suis content. Je suis content. Il a un mec sérieux, donc il va faire une prépa sérieuse, il va faire un combat sérieux et il va faire une belle prestation, j'en suis certain. Mmh. Ouais et puis carte de Connor, ça peut être aussi un gros tremplin en fonction de ce qui se passe, mais non, c'est une très, très belle opportunité du coup. Ouais, ouais. On pour le main event de l'UFC Paris, on parlait enfin, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, mais potentiellement Cyril Gane, une troisième année consécutive, il pourrait être, en main event. Mais le problème, c'est qu'il est quand même dans une caté, qui est bloquée avec, John Jones qui est pas là, Tom Aspinall qui a été booké face à Curtis Blade, Jailton Almeida pareil qui est booké, face à Romanov. Donc, on se dit, il y a pas grand monde pour Cyril et je voulais juste te demander, toi, avec ton œil de manager, comment tu vois sa situation? Alors, déjà en ce qui concerne le main event de l'UFC Ouais, Paris, moi j'ai d'autres informations pour te dire. OK. Je suis pas sûr que ce soit Cyril Gane qui soit le main event de l'UFC Paris. Il se pourrait que les choses changent un petit peu. Mais sa situation, elle est effectivement compliquée. La question qu'il faut se poser est: est-ce qu'aujourd'hui le MMA est la priorité de Cyril Gane? C'est ça le truc. Parce que pour être honnête avec toi, jamais de la vie j'aurais pu refuser un combat pour Benoît Saint-Denis parce qu'il a d'autres obligations professionnelles. Si Mmh. tu vois ce que je veux dire. Le film, ouais. Apparemment, voilà, Cyril apparemment serait booké sur un film, mais Benoît Saint-Denis, en fait, le MMA, c'est son métier, en fait. C'est sa source de revenus, 1 et jamais de la vie il va refuser un combat pour, faire autre chose en parallèle. Donc c'est ça la question qu'il faut se poser. En fait, aujourd'hui, Cyril, comment il considère le MMA? Est-ce que c'est juste quelque chose qui l'a fait connaître et du coup, il en profite pour faire des choses en parallèle et il se sert du MMA pour redonner un petit coup de boost de temps en temps et une légitimité à son classement et à sa carrière? Ou est-ce que clairement il veut être champion, il va se donner les moyens, il va tout donner pour l'être? Je peux pas répondre à sa place et je peux pas répondre à la place de son management ou de son coach, mais c'est une situation qui est compliquée. Mais pour l'appréhender, enfin pour la comprendre la situation, il faut connaître son état d'esprit à lui, tu vois? Si tu m'expliques son état d'esprit à lui, je te dirais en termes de management, du coup, comment je vois la chose. Mais je sais pas dans quel délire il est à l'heure actuelle. Est-ce que vraiment il est à fond combattant de MMA ou est-ce qu'il est plus, businessman que combattant, en fait? Bien sûr, ouais. Ouais, ouais. OK, ça marche. Ouais, ouais, c'est clair que ça joue aussi, la mentalité et la suite de la carrière, forcément, c'est lié Ouais, donc ouais. c'est clair. Mais en tout cas, hâte de voir les annonces officielles aussi pour, Ouais, l'UFC Paris, pour la carte. Ça donne vraiment envie de voir tout ça, du coup. ouais, ça va être Heu cool. Carrément. Donc, tu as beaucoup de combattants à l'UFC. L'UFC, on sait, c'est la plus grosse orga. Est-ce que tu penses que c'est l'organisation où il faut être en termes de carrière, dans le sens, c'est à l'UFC qu'on peut avoir le plus de célébrités, enfin, atteindre le plus de célébrités, en tout cas dans le monde, par rapport au KSW, au PFL, etc. Il y a quand même une dimension supérieure. Il y a beaucoup la question des salaires, comme quoi d'autres orgas pourraient mieux payer, mais est-ce que c'est pas à l'UFC qu'on peut casser des barrières finalement, en fait? Est-ce que c'est pas l'orga où il faut être? Bah, tu as tout dit. En fait, l'UFC est l'orga qui paye le mieux, quoi qu'il arrive, si tu performes. Est-ce qu'on est d'accord jusqu'à présent? Il y a aucune organisation dans le monde qui te paye en millions de dollars, en MMA. L'UFC est la seule organisation qui le fait, de te payer en millions de dollars, mais à condition de performer et Mmh. l'UFC, c'est une vieille machine qu'il faut réussir à convaincre. C'est pas évident, mais si tu penses être au niveau, si tu penses pouvoir performer, c'est là-bas qu'est ta place. Si tu penses que tu es un combattant, comment dirais-je, heu, que tu n si tu en gros, si tu peux pas tout détruire sur ton passage à l'UFC, effectivement, tu peux te poser la question d'un circuit annexe, pour gagner de l'argent, immédiatement, tout de suite, maintenant. Maintenant, si clairement tu fais partie des meilleurs, si clairement tu es capable d'aller chercher les grosses têtes de l'UFC, c'est ta place, elle est à l'UFC, c'est là que tu vas être très bien payé. Mais il faut être Mmh. d'accord pendant 2 ans d'être là pour prouver, en fait. C'est ça le truc, c'est qu'il faut être d'accord de consacrer 2 ans de ta vie à prouver à l'UFC, que tu mérites un salaire, plus que décent, quoi. Ouais, ouais, OK. Beh, c'est vrai que l'UFC c'est vraiment c'est devenu une marque en vrai. Il y a des gens moi je connais personnellement des gens qui regardent l'UFC pas pour les combattants, juste parce que c'est l'UFC, tu OK. vois? Et donc ça joue clairement sur, sur tout. Mais on a quand même, surtout là je parle, en France, des combattants qui arrivent à mettre la lumière sur d'autres orgas. Tu Ouais. vois de qui je parle, donc Cédric Doumbé au PFL et au Bellator, Saladin Parnasse aussi avec le KSW. Mais est-ce que tu penses que c'est pas juste plutôt leur, personnalité, leur
style de combat. Doumbé, c'est avec tout ce qu'il met autour du combat, l'engouement qu'il arrive à générer avec le trash talk, et cetera. Est-ce que tu penses que c'est dans ce cas précis, c'est vraiment eux, c'est Saladin et Cédric qui font qu'on regarde, ces événements-là et pas les organisations, du coup? Ah bien sûr, hein, moi je suis persuadé l'UFC est une machine de guerre. Tout à l'heure, tu m'as posé la question, je t'ai pas répondu ou mal répondu. L'UFC est loin devant tous les autres. Mais pour le comprendre, il faut avoir fait toutes les orgas, en fait. Tant que tu as pas fait de Mmh. l'UFC, tu peux pas savoir. L'UFC est très loin devant. Et aujourd'hui, oui, Saladin Parnasse et Cédric Doumbé, sont plus puissants que les organisations dans lesquelles, ils sont signés. Alors qu'à contrario, jamais tu vas être plus puissant que l'UFC. On l'a vu Mmh. avec Ngannou, si l'UFC ne veut pas craquer, ils craqueront pas. Ouais. Tu vois? Sauf que les autres orgas ont besoin, pour le coup, des combattants. Aujourd'hui, si tu retires, alors j'étais invité par, le coach de Cédric Doumbé justement au Bellator, vendredi dernier. OK. Donc, je suis allé voir le show, hem et comment dirais-je? 75 de la salle était acquise à la cause de Cédric Doumbé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu retires Cédric Doumbé de la carte, Mmh. je pense que l'arène, elle sonne creux. Très Mmh. honnêtement, je pense que ça Mmh. sonne très, 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 très creux. Donc oui, pareil avec le KSW, avec Saladin Parnasse. Je pense que si tu retires Saladin Parnasse du KSW Paris, clairement la salle n'est pas la même. Je pense qu'on passe Mmh. d'une, très grosse salle à une salle plutôt moyenne. Donc oui, ce sont des combattants qui sont clairement plus gros que les organisations dans lesquelles ils ont signé. Voilà, dans le cas de Doumbé, moi je comprends parfaitement, son choix et j'aurais fait le même, pour être très D'accord. honnête, parce que c'est un combattant qui a passé les 30 ans. Ouais. Comme je t'ai expliqué, les 2 années où il faut prouver, ouais, c'est relou, quoi, tu vois? C'est vraiment Mmh. relou parce qu'en fait, quand il va commencer à gagner de l'argent à l'UFC, il aura 33 ans, voire Ouais. quasiment 34. Ouais. Là, pour le coup, c'est un choix plutôt moyen. Dans le cas de Saladin Parnasse, moi, je suis persuadé qu'il ira à l'UFC, je suis persuadé. D'accord. Très bientôt. Ouais, 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 c'est parce qu'en fait, si tu veux, on part du principe, d'après les chiffres qui se dit, hein, je sais pas si c'est confirmé, il prendrait 200 000, par combat. D'accord? Mmh. Donc c'est-à-dire qu'il prend le million en 5 combats au KSW, OK? Sauf qu'en 6 ou 7 combats à l'UFC, tu peux te retrouver quasiment à une ceinture. Mmh. Donc en fait, Ouais, tu ça vois, si change. tu performes à l'UFC, tu vas faire beaucoup plus d'argent parce qu'après, c'est tous tes combats qui seront pour 1 000 000 $ à l'UFC. Tu Bien sûr. comprends? Par contre, il faut être OK effectivement pendant 2 ans de baisser un peu la tête, de Mmh. ravaler sa salive et de convaincre en fait, de prouver tout Ouais, simplement de faire ses et preuves, ouais. et je peux comprendre qu'il faille prouver parce que le niveau de l'UFC, pareil, c'est pas le niveau du KSW, hein. Sans manquer de respect à personne, Bien sûr. le niveau de l'UFC est bien supérieur à celui du KSW. Donc je peux comprendre que l'UFC se dise: «Attends, le mec, il faut qu'il prouve quand même». Parce que l'adversité qu'on lui met aujourd'hui au KSW, c'est pas celle de l'UFC. Ça Bien peut se sûr. comprendre, tu sais, encore une fois, il faut regarder sous tous les angles. Ouais, ouais, c'est clair. Mais l'UFC, c'est quand même un investissement, en fait. Sur le temps, c'est un investissement. C'est exactement ça. Sauf que c'est un investissement qui peut être excellent si tu te donnes, les moyens de l'investissement. Bien sûr, ouais. Donc c'est vrai que Saladin, tout le monde ça fait des années que tout le monde veut le voir à l'UFC. On sait que c'est un prodige, mais on a l'impression qu'il a atteint, le plafond KSW. Ça y est, on sait de quoi il est capable. Donc tout le monde veut le voir là-bas. Maintenant, on verra dans l'avenir. Doumbé, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce qu'il a beaucoup d'expérience. C'est pas tellement l'âge, c'est aussi le kilométrage qui compte, dans les sports de combat et du coup, comment tu vois la suite de sa carrière? Là, il a très bien rebondi. On voit qu'il c'est vraiment un mental de champion parce qu'avec ce qui s'est passé avec Baki, il revient quand même très fort. Il dit KO au premier round, il met, un TKO au premier round. Donc, comment tu vois la suite pour lui, quoi? Parce que l'UFC, c'est comme tu l'as dit, c'est peut-être compliqué. Anthony Pettis, tu vois, je sais pas. Est-ce que tu as peut-être, une Ah idée moi, si là-dessus? j'étais à sa place, je continuerais exactement la trajectoire qu'ils ont empruntée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mec, il fait de l'oseille. Il fait vraiment de l'oseille, il est bien payé au PFL. Alors, je sais pas si on doit dire au PFL ou Bellator, parce que tu as vu maintenant, c'est la même entité, donc on va dire PFL, même s'il était sur la carte du Bellator, la semaine dernière. Il est très, très bien payé au PFL. Le PFL est conscient qu'ils ont besoin de Cédric Doumbé, comme je t'ai expliqué, pour des raisons marketing. Ils ont besoin de lui. Ils lui mettent des combats qui sont quand même, très à son avantage. Le mec qu'il a pris, la semaine dernière, on avait peu de chances de l'emporter face à Cédric. Donc en fait, si tu veux, ils vont lui faire une voie qui va pas trop être compliquée. Les adversaires qu'ils vont lui mettre, je suis pas sûr qu'ils soient hyper ouf, tu vois? Qui lui puissent lui apporter un gros danger.
et en Mmh. plus de ça, le mec est bien rémunéré. En fait, tu veux quoi de mieux, clairement? On te met des mecs en face de toi qui sont pas des tueurs à gages, on te met pas des Tchétchènes avec un niveau de lutte, incroyable, qui vont te pourrir ton combat et qui vont te faire la serpillière pendant 15 minutes. Ouais. Voilà, aujourd'hui, regarde, je pense que le PFL a vachement facilité le parcours de Cédric et vont continuer à le faire parce que Cédric, encore une fois, est indispensable à l'organisation pour les raisons que je t'ai expliquées plus tôt, c'est il est plus puissant que le PFL. Cédric, aujourd'hui, est plus puissant que le PFL et en plus de ça, s'il est bien payé, bah, du coup, tous les voyants sont au vert. Moi, demain, Mmh. si on me propose des combats pas trop durs, extrêmement bien payés, bah, en fait, tu vas te plaindre de quoi? La situation, elle est Ouais, juste parfaite, tu vois? Donc c'est vrai. non, non, le choix, il est bon, hein, le choix, il est bon, mais il est très bien entouré, hein. Les mecs qui sont autour de Cédric sont très bons, donc je suis pas surpris, finalement. C'est une bonne opération de leur part. OK, très bien. Bah, il me reste 2 questions. Je voulais te demander, là, il y a beaucoup de Français à l'UFC, dont beaucoup de tes combattants. Mmh mh. On a Cyril Gane qui est chez les poids lourds, mais bon, ça stagne un peu avec ce qui se passe dans la catégorie et cetera. On a Benoît qui fait son chemin, chez les poids légers. Il y a Nassourdine aussi, Nassourdine Imavov, qui va affronter un gros morceau, Jared Cannonier, le 8 juin. Donc qui se rapproche aussi petit à petit, du top. On a Manon Fiorot qui est aux portes d'un combat pour le titre. Donc il y a quand même pas mal de Français là. Mais bon, c'est une question, c'est un petit peu de la spéculation, mais je voulais savoir si tu devais donner un pronostic là, tu dois mettre de l'argent, sur qui tu mises pour le premier champion, à l'UFC? Et est-ce que peut-être que ton avis, c'est juste que, ce sera pas maintenant et qu'il faut attendre encore des années avant qu'on ait un champion français à l'UFC, tu vois? C'est pas évident comme question, effectivement, c'est Ouais, piège. un petit peu. Tu sais, je vais répondre comme un politicien et je vais te dire, est-ce que la surprise, finalement, ce serait pas Nora Cornol? Et je vais t'expliquer pourquoi. Nora Mmh. Cornol, elle a juste été punie du fait d'avoir accepté le catchweight lors de son dernier combat. Donc du coup, ils ont refusé de la faire rentrer dans le top 15. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur le site de référencement le plus fiable, qui s'appelle Fight Matrix, Nora Cornol est aujourd'hui classée 8e chez les OK. féminines, avec seulement 2 combats à l'UFC. Mmh. Donc c'est-à-dire que potentiellement avec un prochain combat, elle rentre dans le top 5. Donc est-ce que la surprise finalement viendrait pas d'une personne qui passe totalement malheureusement sous les Bien sûr. radars? Et je comprends pas pourquoi elle passe sous les radars parce que cette meuf, elle est incroyable. Mmh. Elle communique super bien, elle est fraîche, elle est dynamique. Moi franchement, je suis un très grand fan de Nora Cornol. Mais du coup, Mmh. pour faire une réponse plus générale, je vais partir sur ta deuxième option. Je pense que avant d'avoir un vrai champion UFC en France, ça va demander encore un petit peu de temps. Ou OK. du moins avant d'avoir quelqu'un qui va asseoir une vraie domination, comme on a pu voir à l'époque. Parce que tu as vu aujourd'hui les ceintures, en fait, elles changent beaucoup de taille, hein. De taille, je veux dire de taille Ouais. de hanche, Oui, tu bien vois? sûr, Ça bien ça sûr, ça ça change beaucoup de champions aujourd'hui. Tu as personne qui arrive à installer une vraie c'est vrai. domination dans les KT et avant que ça se fasse, ça va demander du temps. Mais du temps, c'est quoi? Si c'est juste une année, c'est rien en vrai. Mmh. Mais il est possible que dans 1 an ou 2, on ait beaucoup de prétendants aux ceintures, effectivement. Tu peux avoir, bah, Nassourdine, effectivement, tu as Manon qui est extrêmement proche. Benoît, moi, je reste convaincu qu'il va s'en approcher, Oui. très, 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 très près. La grosse surprise, Oumar Sy, Mmh. qui débarque. Nora Cornol, que personne ne voit venir, mais qui arrive très, très fort. Ah, je pense que dans 1 an ou 2, on peut être très fier du MMA français, hein. Ouais, c'est clair. Bah, là, c'est vrai qu'on voit, il y a b en fait, c'est comme s'il y avait plein de pions et Ouais, qui étaient placés, mais bientôt, c'est inévitable. Donc, ouais, là, rien que tu vois, il y a trop de noms à citer, donc c'est ça. c'est vraiment du positif. Bah, tu vu, il y a encore 2 ans en arrière, on ne parlait que de Cyril. C'était la Ouais, ouais, seule et unique chance de clairement. ceinture française à l'UFC et aujourd'hui, je viens de te citer, combien? 5 noms là? Ouais, ouais, Donc c'est ça. ouais, Donc ça peut aller vite. c'est ça qui est ouf, ouais. Et donc ma dernière question, est-ce qu'il y a un jeune combattant peut-être qui est pas du tout mis en lumière, que le grand public ne connaît pas, sur qui tu miserais? Tu vois, peut-être un gars qui est pas du tout à l'UFC ou quoi, mais toi tu as remarqué un truc chez lui. Est-ce qu'il y a un combattant comme ça qui te vient en tête? Mmh, quand tu dis un jeune combattant, c'est quelqu'un qui a quoi? Moins de 10 combats, par exemple, c'est ça? Ouais, c'est ça, jeune dans sa carrière en gros. Jeune dans sa carrière, je partirais sur Brandon Bracher. Brandon D'accord. Bracher, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, Non. Brandon, et je vais t'expliquer pourquoi. Je veux pas me tromper, je veux te dire qu'il a 19 ans. Mais il a peut-être 20 ans aujourd'hui parce que je l'ai signé extrêmement jeune et du coup, j'en ai oublié son âge exact. C'est Mmh. tellement il a 19 ans. Donc là, on a un petit jeune de 19 ans. Je ne sais pas si tu te rends compte,
qui est à 7-1 Ah et ouais. sa seule défaite, c'est clairement une erreur. C'est clairement, bon, il fume le mec, il commet une OK. erreur, il se fait étrangler. Voilà, Ah OK. c'est voilà. Donc il devrait être aujourd'hui à 8-0, mais il est à 7-1. Il a 19 ans. Ouais, c'est fou. C'est un truc de fou. En 1 an et demi, parce qu'il doit avoir du coup 19 ans et demi, il a fait 8 combats et il est à 7-1. Et aujourd'hui, ce petit combattant de 19 ans, dont personne ne parle et je peux comprendre, est classé 12e en France. OK. 12e en France à 19 ans. Devant lui, on peut retrouver des mecs comme, Kevin Petchey, Dagir Imavov, le frère de Nassourdine. Enfin, je sais pas si tu te rends compte, c'est Ouais, juste, c'est ouf. ouais, 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 c'est juste une À cet dinguerie. âge-là, c'est ouf, ouais. Ouais, ouais, 19 ans, donc pour l'instant, personne le voit arriver et c'est cool. On reste sous les radars, comme ça personne nous embête et quand il va débarquer très fort, donc voilà les gars, retenez son nom, Brandon Bracher. OK, très bien, merci beaucoup. Bah, écoute, Guillaume, merci beaucoup, de nous avoir accordé cette interview. Si je voulais te demander quand même une dernière question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? S'il y avait, quelque chose qu'on pouvait te souhaiter? Bah, je vais te répondre la santé. Souhaitez-moi OK. la santé parce que si j'ai la santé, on va continuer à faire du bon boulot, on va continuer à progresser, on va continuer à faire ce qu'on fait parce qu'il faut noter que je ne suis plus tout seul maintenant à la BTT, je suis très bien entouré. Il y a des gens qui bossent avec moi et qui bossent, qui font du super boulot. Je Mmh. pense à Steven, je pense à JB, je pense à Marvin. On est en train de travailler avec de nouvelles personnes. D'ailleurs, une personne qui, je crois, a booké cette interview qui s'appelle Tlana. En plus de ça, on a quelqu'un qui pourrait devenir le visage de la BTT qui s'appelle ML. On est en train de discuter sur des projets. Bref, la BTT se porte très, très bien et la BTT va continuer à se porter pendant très longtemps, très bien encore, à condition qu'on ait tous la santé. Donc souhaitez-moi la santé et à partir du moment où on l'a, on va faire les choses bien, il y a pas de problème. Très bien. Eh ben, écoute, magnifique. Merci encore pour cette interview. Nous, on te Merci à souhaite, bah, la force pour la suite. Il y a beaucoup de boulot qui t'attend, je pense. Il y a beaucoup d'événements qui arrivent, beaucoup de combattants. Donc voilà, merci encore et puis nous, bah, on se dit à la prochaine sur Actu MMA. Prenez soin de vous. Ciao.